Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de TVC Bénin. Bienvenue dans une nouvelle émission de Info7. Comme invité aujourd'hui, je reçois Monsieur Orou Kouman Barnabas. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Dabarou. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour Eric. Et Monsieur Moïse Dossoumon, directeur éditorial du journal Fraternité. Bonjour aussi. Bonjour Eric. Sébastien Adiavon et ses co-accusés écopent d'une condamnation de 20 ans d'emprisonnement ferme et 6 millions d'amendes. Ainsi en a décidé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Créette qui a repris en main l'affaire de 18 kg de cocaïne malgré l'absence de l'homme d'affaires Sébastien Adiavon et de ses co-accusés. Le juge en charge de l'affaire a conduit à terme le procès et rendu sa décision. Les avocats de la défense venus représenter le client n'ont pas eu l'autorisation. Pour plaider, nous reviendrons sur quelques aspects importants de ce dossier et de cette décision, ainsi que l'impact politique qu'on peut envisager pour les prochaines élections législatives dans le camp de l'Union sociale et libérale. Et puis le dernier sujet, le 6 octobre dernier, le gouvernement de la rupture célébrait 2 ans et demi de gestion avec un programme d'action du gouvernement. Où en sommes-nous dans les ambitions du chef de l'État et de son gouvernement? C'est la question qui sera bien entendu posée à nos invités. Je veux nommer M. Orou Kouman Barnabas et Moïse Dossoumon. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour et bienvenue dans votre émission Info7. Nous allons suivre la revue hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info7 sur TVC Bénin. 20 ans d'emprisonnement ferme pour Sébastien Adiavon. Le sujet a été largement traité cette semaine dans les journaux. Le quotidien du service public La Nation qualifie la peine d'une note salée prévisible pour Sébastien Adiavon et ses co-accusés. On peut également lire dans les colonnes du journal que plutôt que de répondre à la convocation de la Créette, Adiavon s'est prononcé sur une radio étrangère. Le journal précise aussi que mandat d'arrêt international est délivré contre Sébastien Adiavon, condamné pour trafic international de stupéfiants. L'image de la justice béninoise ternie sur RFI est lavée par la Criette, soupit mon confrère du journal Le Grand Matin qui n'a pas dû apprécier l'interview de l'homme d'affaires béninois sur RFI. Force est strictement restée à la loi, s'est félicité enfin notre temps, au même titre que le leader du jour qui rappelle à sa une que nul n'est au-dessus de la loi. Il faudra en convaincre Dynamisme Info pour qui le verdict du 18 octobre laisse, je cite, de grosses taches noires sur la démocratie béninoise. Fin de citation. De la justice, rendons-nous à la politique où certains regroupements de partis hésitent toujours à faire ou pas partie des blocs progressistes. Dynamisme Info nous apprend aussi que l'UDBN donne la parole ce dimanche à ses militants pour décider de l'avenir du parti. Selon le journal, je cite, très attachée aux militants de l'UDBN, la présidente a convié ce congrès pour qu'ensemble, ils puissent décider de la fusion ou non du parti dans un bloc. Le matinal et Émergence partagent aussi l'information et affiche le thème du 4e congrès extraordinaire du parti, l'UDBN, face aux enjeux de la réforme partisane. Pendant que l'UDBN se cherche un avenir, le gouvernement s'occupe des comptes de l'État. Info Plus souligne en effet que le Conseil des ministres venait de transmettre à l'Assemblée nationale la loi de règlement exercice 2017. La preuve pas neuf selon le journal que le contrôle des finances publiques reste le leitmotiv de Talon. Réduction du poids du service de la dette et financement des dépenses sociales prioritaires, la Banque mondiale accorde un prêt de 171 milliards au Bénin, nous apprend le Béninois libéré. Selon le journal, le Bénin retrouve sa crédibilité auprès des grands investisseurs privés. Le Grand Matin et le Matinal en parlent également. Opération de reprofilage de dette, le Bénin vu comme un modèle en Afrique. L'autre sujet auquel se sont intéressés les journaux cette semaine est la construction des logements sociaux promis par le gouvernement. Ils seront bientôt une réalité, croit en tout cas Dynamisme Info qui s'émerveille. Projet de construction de 2570 logements à Ruedo,
le gouvernement talon à l'art du beau. Dans la même veine, le matinal rappelle que c'est par le partenariat public-privé que seront construits ces 2570 logements à Wedo. Une bonne option selon le journal. Aparakou Dabarou indique que la ville sera bientôt dotée d'un PDC 3e génération et annonce le démarrage effectif des travaux d'asphaltage dans la cité des Kobourou. Sino Hydro s'engage à concrétiser le PAG, ajoute le journal Dabarou. Et pour finir, mesdames et messieurs, sachez que le dossier Nouvelle Tribune a refait surface cette semaine, cette fois-ci à la Cour constitutionnelle. Le juge constitutionnel vient en effet de débouter le journal de son recours en inconstitutionnalité au sujet de la mesure de suspension prise en mai dernier contre lui. C'est le Grand Matin qui nous l'apprend. Et ce sera tout pour la revue de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain. Merci aussi à vous, Chimène Kalogou. On vous retrouve le dimanche prochain pour notre revue hebdomadaire avec mes invités. Le premier sujet, Sébastien Adjavon et ses co-accusés écopent d'une condamnation de 20 ans d'emprisonnement ferme et 6 millions d'amende. Monsieur Moïse Doussoumou, quel est votre premier sentiment? C'est difficile de dire mes premiers sentiments par rapport à cette affaire-là. Quand je prends le verdict en lui-même, 20 ans d'emprisonnement, 5 millions d'amende, c'est le jour et la nuit. Les arrêts d'emprisonnement, la 2 décennies d'emprisonnement qu'on lui inflige, et l'insuffisance, sinon la petitesse de l'amende, pour moi, c'est que le verdict c'est un peu déséquilibré. Il aurait fallu que l'amende aussi soit conséquente avec les années d'emprisonnement. Les amendes là, journaliste observateur qui avait quand même, observé de long en large ce dossier, quel résumé en fait? Justement, j'en venais. Sébastien Adjavon a échappé depuis à la prison en octobre 2016, si mes souvenirs sont bons. Encore qu'à l'époque, j'ai suivi de bout en bout les événements sur une semaine entière. J'ai vu comment la drogue a été découverte en présence des policiers et tout ça. J'ai vu jusqu'à l'aboutissement du procès. Et en droit en justice, on dit quelque chose, hein, quelles que soient les preuves ou les supputations, il y a un principe cardinal qui est l'intime conviction du juge. Si en octobre 2016, le juge était convaincu de la culpabilité de Sébastien Adjavon, il l'aurait inculpé. Mais en ce temps-là, alors que quand on prend les éléments du dossier, on pouvait avoir des doutes sur la culpabilité du principal accusé, il a été relâché et le dossier a été clos. Quelques mois plus tard, la criette a été écriée et revient encore sur le même dossier. Et en droit, quand on revient sur le même dossier, c'est qu'on a des éléments nouveaux. Quels sont ces éléments nouveaux? Je n'en vois pas. De ce que j'ai vu hier, de ce que j'ai lu par rapport à ce dossier, ce sont les mêmes éléments qui ont prévalu en octobre 2016 et qui ont abouti à la relâche de Sébastien Adjavon. Ce sont ces mêmes éléments qui ont été exhibés. Et cette fois-ci, c'est 20 ans d'emprisonnement. Quand je vois le mode de fonctionnement de la criette, quand je vois même l'essence même de mais cette le procureur n'a pas communiqué les éléments qu'il avait à sa disposition pour pouvoir bien entendu reprendre cette décision. Ce n'était pas un procès secret, c'était un procès public. Vous y étiez? Et les témoins qui sont partis sont les mêmes témoins qu'on avait en 2016. Il n'y a pas de nouveaux témoins, il n'y a pas de nouveaux éléments, il n'y a pas de nouvelles charges. C'est toujours la même affaire qui a été rejugée. Et j'estime qu'on n'a pas des éléments nouveaux, il fallait s'en tenir au verdict premier. Mais quand je dis ça, et quand je vois l'homme d'affaires Sébastien Adjavon devenu homme politique, quand je vois son parcours politique, son ambition présidentielle et la gêne qu'il pourrait infliger au régime en place, quand je vois aussi la pression fiscale dont il fait face actuellement, je me dis que quand on met l'un dans l'autre, on ne peut pas s'empêcher de voir des mains invisibles dans cette affaire-là. Encore que jusqu'à présent, quand un homme est jugé coupable d'un fait, c'est qu'on exhibe des preuves. Et quand on dit 20 ans d'emprisonnement dans la vie d'un homme, on n'a pas dit 2 ans, on n'a pas dit 6 mois, on n'a pas dit 2 mois, on a dit 20 ans. J'estime que la criette a été trop vite en besogne en décidant d'une seule journée, de quelques heures seulement de procès pour infliger 20 ans à un homme dont on connaît le poids économique. Je ne dis pas de ne pas lui infliger une sanction s'il est coupable. Mais quand on voit le parcours économique de l'homme, mais aujourd'hui, avec la décision, il est coupable. Un instant. Les milliers d'emplois qui drainent. Quand on voit tout ça, quand on voit la pression fiscale, quand on voit l'emprisonnement, les représailles judiciaires auxquelles il fait face, quand on met tout ça dans la balance là, qui gagne, qui paye? Encore que jusqu'à présent, les preuves réelles qui ont conduit à sa culpabilité ne sont pas rendues publiques. Quelles sont ces preuves? Nous voulons savoir au nom du droit à la justice. Parce que n'oublions pas, les magistrats ne rendent pas justice à leur nom. Ils rendent justice au nom du peuple béninois. Quelles sont ces preuves? Nous voulons savoir. La criette, même pour sa crédibilité, devrait dire en son temps, voilà ce qui a conclu en son temps. Maintenant, là, voilà les nouvelles preuves que nous avons. Si on ne nous dit pas ça et que ce sont les mêmes témoins, les mêmes personnes qui vont pour faire les mêmes déclarations, on ne peut que suppiter et avoir des doutes sur la crédibilité de cette cour.
Monsieur Oro Komor Banabas, cette condamnation, est-ce un pas dans la lutte contre les stupéfiants, le trafic de drogue? Bon, vous savez, moi j'ai souvent du mal à m'exprimer quand il s'agit de droit parce que il n'y a pas une ligne qu'on suit en droit, il n'y a pas un chemin qu'on suit qui serait établi que tout le monde est censé de poser ses pas ou bien de suivre. On y va avec la conviction du juge, on y va avec les réalités de l'heure. Donc quand c'est comme ça, nous, citoyens qui ne sommes pas dans le secret du jugement, avons du mal à apprécier une décision et on est obligé de s'en remettre à l'esprit qui anime ces juges, qui savent qu'au-dessus de tout, ils sont là pour assurer une mission républicaine, ils sont là pour décider du sort de certaines personnes et quand on a ce rôle, on a forcément le devoir de faire ce qui est normal. En revenant à l'affaire Sébastien Germain Adjavon, la décision qui le condamne aujourd'hui à 20 ans d'emprisonnement, une amende de 6 millions de francs international. Et il faut dire que moi, personnellement, j'ai vu cette décision très dure quand on sait ce qui s'est passé il y a 1 ou 2 ans concernant ce même dossier où il a été simplement relâché. Il a été relâché et puis après la mise en place de la criette, le dossier a refait surface et il y a eu 2 procès. Le premier où il ne s'est pas fait présenter et il s'est fait représenter par ses avocats. C'était le 4 octobre dernier. La Cour a exigé qu'il soit présent. Les avocats ont exprimé qu'il a le droit de se faire représenter par le collège, où on n'a pas évolué, on n'a pas beaucoup évolué dans les discussions. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux à communiquer à nous, population, ou à ceux qui étaient à l'audience. L'audience reportée, pour la 2e fois hier, il ne s'est pas présenté, mais les avocats y étaient. Les avocats y étaient. Étant donné qu'il était absent, et la parole a été refusée aux avocats même, et la décision est quand même tombée. Cela fait un peu de hic quand on sait que chaque citoyen qui est suspect dans une affaire a le droit de se défendre. Et ici, il n'y a pas eu de défense, mais la sanction est tombée. Moi, je vais m'en tenir au caractère libre de notre justice et me dire que c'est peut-être ce qui doit être fait. Je ne m'y connais pas trop, mais je m'en tiens à ça. Je dis, bon, si le juge le procureur en est arrivé à décider ce qui a été décidé contre Sébastien Germain. Monsieur Moïse de Soumou, nous connaissons Sébastien Adjavon, quand même, nous connaissons ses ambitions politiques, président d'honneur du parti USL, et puis il porte aujourd'hui d'une manière ou d'une autre un regard de l'opposition. Alors quel impact cette décision peut bien entendu avoir sur les élections législatives qui s'annoncent? Avant d'en arriver là, permettez que j'insiste au fait sur le droit à la défense, qui est un droit fondamental dans notre Constitution. Et notre droit fondamental dit que quand vous êtes suspecté d'une affaire, il faut qu'au terme d'un procès équitable, que toutes les garanties par rapport à votre défense aient été respectées. Ce n'est pas le sentiment que cela a été le cas hier. En octobre 2016, Sébastien a bénéficié d'une défense qu'il a pu tirer son épingle du jeu. Quand on vous accuse de quelque chose, quand ce n'est pas un flagrant délit, encore que même dans le cas de flagrant délit, vous avez le droit à une défense. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas un cas de flagrant délit. Si c'était le cas, il aurait été emprisonné depuis. Ce n'est pas un flagrant délit. Sébastien a encore le doute qui plane quant à sa réelle culpabilité, que les faits d'octobre 2016 ont conduit à sa mise en libération. Cette fois-ci, quelle est la défense dont il a bénéficié, même en étant absent? Il a pris au moins le soin d'envoyer des avocats. Il faut que notre justice travaille à sa propre crédibilité. C'est au-delà de cette affaire. Il ne faudrait pas que, dès que des gens, qu'on leur reproche quelque chose, qui prennent la fuite, mais qui refusent de se présenter parce qu'ils n'ont pas de garantie que la défense, leur vraie défense, soit assurée. Notre justice doit travailler à restaurer cette crédibilité-là, de sorte que n'importe quel individu qui est marié à partir avec la justice puisse se présenter valablement parce qu'il sait qu'au-delà du tout, au-delà des preuves, au-delà des charges qui pèsent contre lui, qu'il est en mesure de bénéficier d'une vraie défense. Quand ce sera le cas,
Les gens se présenteront demain parce qu'ils savent qu'au-delà de ce qu'on reproche, ils ont les moyens de se défendre. Venons voir revenir à votre question par rapport à ce qu'on pourrait voir sur les législatives. Il y a de fait. Il n'y a que des acteurs politiques. Ce n'est plus évident aujourd'hui que Sébastien soit candidat. Là n'est même pas le problème. Qu'il soit sa personne, en fait, moi, je ne me dis pas grand-chose. En politique, ce n'est pas ça qui compte vraiment. Il bénéficie déjà d'un certain aura au niveau des populations. On l'a déjà vu. Pour une première participation, avoir 23% à une présidentielle, c'est énorme. C'est presque inédit. Au-delà de sa personne, il y a deux faits. Soit certains leaders de l'opposition peuvent prendre peur de commencer par se ranger à la mouvance. Il y a aussi que d'autres peuvent dire non. Si nous y allons, c'est la mort, autant rester dans notre coin et espérer bénéficier de la sollicitude des faveurs des populations. Quant au score du parti USL, encore qu'on ne sait pas si le parti ira seul aux élections ou bien s'il ira avec d'autres formations politiques. Ce qui est sûr, le bloc ou bien le regroupement dans lequel l'USL va se retrouver, sur le terrain, ils vont jouer à fond la carte de la victimisation. Comme ça a été le cas pour Parti Salon, pour d'autres aussi, pour les aller sur le tout. Notre électorat, au-delà de la raison dont il fait preuve à certains moments, est aussi fortement émotif. N'oublions pas cela. L'émotion guide beaucoup nos actions. Et les électeurs sont mieux observés, voient un peu les tenants et aboutissants des affaires. Je ne serais pas surpris que ce parti soit seul, soit en relation avec d'autres, fasse un bon score, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que Sébastien Adjavon est dans la ligne de mire du pouvoir en place. Je ne serais pas surpris de voir ce parti avoir beaucoup de députés. Pas du pouvoir en place, c'est parce qu'il a des problèmes avec la justice que c'est avec le pouvoir. Les électeurs lisent entre les lignes. Et les électeurs ne voient pas forcément la justice. Ils voient les faits. Ils peuvent se dire parce qu'il a soutenu l'autre, parce qu'ils sont brouillés, parce qu'il est devenu un opposant, parce que. Et sur ce plan, je ne serais pas surpris de voir ce parti-là, seul ou avec d'autres, faire un bon score au niveau des législatives, même à l'absence de Sébastien Adjavon. Oui, M. Orokoman Barnabas, en termes d'impact politique. Oui, l'impact sera net. Nous sommes dans un pays, comme l'a dit Angelo, où les populations Moïse, autant pour moi, où les populations sont très émotives, où on a tendance à aimer plus la victime que son vis-à-vis. Et cela, que Sébastien Adjavon soit candidat ou pas, et l'USL porte aujourd'hui l'image de Sébastien Adjavon. Quel que soit celui qui sera positionné au niveau de ce parti, il va bénéficier de ces désormais avantages que le parti aura en se présentant comme une victime. Mais ça aurait été plus facile s'il était présent sur le terrain. Non, je vous dis, ça aura aucun effet, il n'y aura aucune différence. Les moyens seront là. Le logo sera là, son image sera toujours, ce n'est pas parce qu'il est condamné qu'on ne va pas utiliser son image. Et ces lieutenants vont toujours utiliser son image pour faire la campagne. Et ça aura, je pense que ça aura un grand effet sur le score que fera l'USL aux élections prochaines. Mais de l'autre côté, au niveau de la classe politique, cela donne un ton très fort aux autres hommes politiques qui résistent peut-être qui ont des dossiers à la justice. On a vu certains anciens ministres et députés qui ont vu leur immunité levée, qui bientôt vont se présenter à cette même cour. Donc, c'est un signal fort pour dire que, si quelqu'un de la trempe de Sébastien Adjavon a pu écouer et être jugé de cette manière, qu'en sera-t-il pour nous? Pour ceux qui ont également des dossiers qui n'ont pas encore été soulevés, ils vont se rendre compte que vraiment c'est sérieux et il aura d'impact. Soit on se rallie au camp du pouvoir en place pour espérer bénéficier d'une certaine protection ou on quitte carrément le pays. Donc ne soyons pas étonnés que d'ici quelques mois, des gens qui sont déjà à Paris ne reviennent pas. D'autres qui sont au Bénin prennent leurs jambes au cou. Et toujours en destination Paris. En destination Paris. Donc, c'est un peu ça. On va se retrouver dans une république où, ça fait peur. On va parler bilan à présent. Le 6 octobre dernier, 2018, le gouvernement de la rupture célébrait 2 ans et demi de gestion avec un programme d'action du gouvernement. Où en sommes-nous dans les ambitions du chef de l'État et de son gouvernement, M. Moïse Doussoumou? Pour ce qu'on voit, pour ce qui est dit, on a du mal à trouver un bilan à ce gouvernement-là. 2 ans et demi, c'est déjà la moitié d'un quinquennat. Il a promis de faire qu'un quinquennat, même si après, il est venu relativiser quelque peu ses propos. Là, je parle du chef de l'État. Mais pour l'instant, en 2 ans et demi, au niveau des chantiers institutionnels, on peut dire qu'on a beaucoup avancé. Au niveau des réformes sur papier, il y a beaucoup d'avancées.
N'oubliez pas l'affaire des chefs de département qui a été réglée, même si pour l'instant, la nomination de notre préfet pour dans sa temps à venir, on ne comprend pas que depuis des mois, que cela ne soit pas effectif. Au niveau de la mobilisation des ressources intérieures, il y a eu de grosses avancées. Ouais, la taxe, les TVM et plein d'autres taxes, même si la taxe sur les moyens a été annulée, heureusement d'ailleurs. Mais on sent qu'au niveau de la mobilisation des ressources intérieures, cela est l'avantage du gouvernement. Ils ont le mérite de savoir appuyer là où il fallait pour mobiliser assez de ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Les réformes politiques, évidemment, il a promis, réforme du système partisan, tout le reste. Nous en sommes là. Nous attendons la phase de l'expérimentation pour en savoir un peu plus. Quant à la lutte contre l'impunité, moi, je suis un peu mitigé. Il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. On voit une certaine fermeté, une certaine volonté d'en découdre avec les fossoyeurs de l'économie nationale, mais en même temps, on a l'impression que c'est une lutte sélective. Là encore, ça peut être corrigé avec le temps. Mais n'empêche que sur ce plan, on a une certaine fermeté, et ça, il faut le souligner. Au-delà même de l'image que renvoie notre pays à l'extérieur, on ne peut pas dire non plus que c'est une image forcément négative. On a vu au départ le chef de l'État qui rechignait à aller au sommet aux rencontres internationales, mais qui progressivement a commencé par changer et à se mettre présent dans ces cercles-là. Maintenant, il faut pouvoir faire le lobby nécessaire pour que notre pays tire des choses, bien des dividendes de ces rencontres. Il ne faut pas participer pour participer. Et même au niveau de cette participation, il y a un autre point fort, c'est la réduction sensible de la délégation gouvernementale présidentielle selon le cas. Avant, on y allait en nombre, en nombre ou en surnombre avec des collaborateurs et tout, mais maintenant, c'est le strict minimum qui y va. Et ça aura forcément un impact également sur la manière dont nos ressources sont gérées. Mais quand on a dit ça, au niveau des infrastructures physiques, pourquoi jusqu'à présent, on ne voit encore rien? On nous a parlé d'asphaltage, 6 mois après, on va le faire, 1 an après, on va le faire. Ça a été lancé il y a 2 mois et demi. Tous ces chantiers sont à l'arrêt actuellement. Si on a pris tout ce temps pour lancer les travaux, qu'est-ce qui justifie le fait qu'après avoir lancé, que 2 mois et demi après, rien ne bouge sur le terrain? Où sont les machines? Où sont les ouvriers? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Pour ce qui est du projet asphaltage, dont on nous dit que c'est un projet phare, et c'est des dizaines de milliards qui sont mobilisés pour ça. 300 et quelques milliards, si je me souviens, pour la première phase. Et on nous a dit que c'est parce qu'on a mobilisé le financement maintenant qu'on a lancé. Si les sous sont disponibles, si les entreprises sont sélectionnées et que les travaux sont lancés, pourquoi depuis 2 mois on ne voit rien sur le terrain? Qu'est-ce qui cloche à ce niveau? Au niveau des infrastructures physiques, moi je dirais qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent en 2 ans et demi. Ils ont encore la moitié du quinquennat pour se rattraper, mais sur ce point tout au moins, j'estime qu'il y a des chantiers qui sont ouverts en termes de route. Je parle notamment du projet asphaltage. On nous a dit que c'est un projet phare. Chaque gouvernement qui passe fait des travaux routiers, ça c'est pas inédit, c'est pas une nouveauté. Ils n'ont pas de mérite particulier pour ça. Mais le projet asphaltage dont ils se disent être géniteurs, promoteurs, détenteurs, propriétaires et tout le reste là, qu'est-ce qu'ils en font en 2 ans et demi? Ils ont dit on a mobilisé 300 et quelques milliards. On a lancé. Mais pourquoi sur le terrain, on ne voit rien? À ce niveau-là, j'estime qu'il faut qu'on nous éclaircisse davantage pour nous dire voilà les gros détails. Comment va le Bénin après 2 ans et demi de gestion? Nous sommes tous des Béninois, nous vivons au Bénin et nous revenons. Donc le Bénin, pour moi, le Bénin va bien. Et j'aimerais commencer ce bilan par le point de chute de mon confrère et qui parle de la non-visibilité des actions, surtout en ce qui concerne l'asphaltage. Moi, je viens d'une région du Septentrion et je peux dire que les travaux qui concernent l'asphaltage des rues de Parakou ont démarré. Et notre dernière parution du vendredi a fait cas de ces travaux où c'est l'entreprise Sino Hydro qui a eu les travaux de la traversée de contournement de Parakou qui exécute les travaux au niveau de Parakou. Et ça a effectivement démarré. Vous allez aujourd'hui à Parakou, vous verrez les machines dans les rues en train de travailler. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais je peux témoigner que l'asphaltage a démarré à Parakou. La remise de site a été faite et les travaux ont effectivement démarré. À part le projet asphaltage qui est un projet phare du gouvernement, nous avons également des routes made in Patrice Talon qui sont en train d'être réalisées, notamment à Bokoumbe, qui va à la frontière du Burkina, où les travaux sont en cours en ce moment. La route Savalou-Djougou
est également en chantier. Dans le mieux aussi. Voilà. Donc cela voudra dire que il y a des efforts. Il y a des efforts. Il y a un résultat sur le plan des infrastructures routières, contrairement à ce que soulève tout à l'heure mon confrère. Et c'est vrai que tout n'est pas encore ce qu'on souhaite. Quand on prend par exemple les DKP, les 3 grandes communes de l'Atakora, Péonko, Kouandé, Kirou, où pratiquement produisent du coton et sont restés depuis des lustres sans avoir un seul kilomètre de voie bitumée, ou il y a 2 projets. Le premier qui doit quitter Djougou pour atterrir à Banikwara et l'autre qui doit quitter Guessou pour atterrir à Natengo, où on a dit également que le financement est bouclé, mais jusque-là, aucun travail n'a démarré. Les travaux physiques n'ont pas démarré. Donc, à ce niveau, on peut dire qu'il reste encore à faire. Et le volet social Le volet social, on a décrié ce volet depuis l'avènement du gouvernement. On voit un effort à partir de l'an 2, un effort a commencé d'être fait, notamment avec le projet H, le projet qui se positionne comme le projet phare en ce qui concerne le social. Nous avons également vu au niveau des microcrédits un avancement où le chiffre que les femmes peuvent avoir, le montant qu'elles peuvent avoir aujourd'hui a augmenté. Donc cela participe, qu'on le veuille ou non, à une certaine facilité au niveau des foyers, à une certaine mobilité économique au niveau des foyers. Bon, et c'est ce qui manquait et on criait. Sur le plan des réformes, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses. Et ce gouvernement peut avoir le mérite d'avoir fait opérer plus de réformes en 2 ans qu'un autre gouvernement et depuis les indépendances. Mais ces réformes ne sont pas sans conséquences. Et c'est d'ailleurs ces réformes qui font que nous ne sentons pas le côté social. Parce que si un gouvernement se met à lutter contre la pratique illégale en médecine, en médecine par exemple, où on ferme les cabinets de soins qui sont illégaux. Donc, ce sont des personnes qui travaillaient, qui avaient employé d'autres, qui ont des familles. Donc, une fois un cabinet fermé, c'est au moins 10 personnes qui vont au chômage. Donc, c'était pas conforme. Oui, c'était pas conforme. J'en conviens. Et ça posait un réel problème de santé publique. Mais au même moment, il manque des centres de santé de l'État bien équipés. La plupart de nos centres de santé ne sont pas équipés. Donc voilà, c'est bon de réglementer les choses, mais il y a d'abord un préalable qu'il faut faire. Et c'est à ce niveau, je pense que le gouvernement a beaucoup d'efforts à faire par rapport aux réformes. Lorsqu'on veut interdire quelque chose, on pense à la conséquence que cela pourrait engendrer. Aujourd'hui, vous allez au niveau des centres de santé publics, vous allez constater de l'affluence au niveau des centres de santé publics parce que les cliniques ont été fermées. Mais ces centres de santé n'ont pas forcément les moyens qu'il faut pour le plateau technique qu'il faut pour le nouveau flux qui vient pour pouvoir le contenir. Donc, ça crée du coup un problème. Donc, si c'est bon de faire des réformes, mais avant d'appliquer une réforme, je pense que le gouvernement manque souvent de penser aux conséquences et anticiper à ce qui pourrait découler de ces réformes. Donc je pense, sinon, sur le plan de la diplomatie, beaucoup d'efforts sont faits. Nous avons vu des présidents d'institutions internationales venir au Bénin. Nous avons vu des délégations aller dans plusieurs pays. Nous avons également eu vent d'aide que plusieurs voyages du ministre d'État, du chef de l'État nous ont apporté. Et je pense que ce gouvernement est dans la bonne route, est en train d'abord de nous former, de nous formater pour que désormais nous sachions ce qu'on doit faire. Et ça doit être difficile. Ça l'est aujourd'hui. Tous les Béninois sentent que c'est dur. Mais lorsque nous nous habituons à cela, d'ici 5 ans, on s'habitue et puis on va vivre comme cela se doit dans un pays où le cadre
tous les secteurs sont assaini, où le cadre est beau et forcément on prend le pas. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que du point de vue de la discipline, de l'autodiscipline, il y a une grande avancée. Aujourd'hui, on ne dépense plus comme on le faisait. Aujourd'hui, il y a certaines pratiques qu'on ne fait plus parce que nous sommes conscients de ce que certaine rigueur dans l'utilisation les choses ne se trouvent plus comme avant. Vous allez au niveau des administrations, avant de décaisser quelque chose, on sait que bon là, il faut donner tous les justificatifs avant de faire un décaissement. Nous sommes des prestataires de services. Lorsque vous avez une facture à encaisser dans une mairie, Dieu sait combien de fois on vous retourne s'il y a une petite erreur. Donc il y a une certaine rigueur au niveau de l'administration aujourd'hui que nous saluons. Alors vous partagez c'est grâce cette à la lutte contre la rigueur des dépenses publiques, la maîtrise des dépenses publiques, M. Moïse Dossoumo? Rigueur peut-être, maîtrise des dépenses, là encore il y a un bémol. Mais là je reviendrai sur ce point. Mais permettez-moi de faire un autre bémol par rapport aux infrastructures routières. La route finale livrée, c'est ça le résultat, c'est ça le bilan. Mais avant que la route ne soit livrée, il faut permettez que je m'exprime. Vous êtes exprimé, je me suis tué. Allez-y. Voilà. Je parlais du projet d'asphaltage. Dans Cotonou-Calavi, ça a été lancé. Depuis 2 mois, rien sur le terrain. C'est heureux qu'à Parakou que les chantiers évoluent. C'est ce qu'il faut souhaiter. Il parle de la voie dans Sadjougou, en chantier, non encore achevé. Il y a un autre chantier phare ici, dans l'Atlantique. Il parle de la voie Calavi-Ouedo jusqu'à Révier. Ça a été lancé, suspendu encore jusqu'à maintenant, depuis des mois. Rien n'évolue sur le terrain. C'est de ces faits que je parle. Quand on parle de travaux routiers, ce n'est pas de voir le chantier suspendu ou en activité. C'est le fait que le chantier aille à son terme et que la route soit livrée. Sur ce plan, depuis avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, quelle est la route qui a été entamée et qui est achevée au Bénin? Il y a la ville de Pakistan. Comme me donne un seul exemple. C'est ça qu'on appelle le résultat. Permettez, c'est ça que j'appelle le résultat. Je ne dénie pas le fait qu'il y ait des chantiers. Je ne dénie pas que des routes aient été lancées. Mais je parle du résultat. En 2 ans et demi, en termes de travaux routiers, quel est le résultat? Quelle est la route qui a été lancée, qui est achevée? Je n'en vois aucune. Quand ce sera fait, on dira oui, ça c'est à l'actif de Patrice Talon. La route des pêches dont on parle si tant, c'est à son actif si en temps la route qui a commencé va complètement à son terme. Si l'on peut dire que Boulou Yaya a initié et qu'il est venu compléter, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de ces éléments. Quand on parle d'un bilan, c'est ce qui est. Ce n'est pas ce qui se fait, c'est ce qui est, qui peut être capitalisé. Sur le plan des travaux routiers, je ne vois rien à ce niveau. C'est de ça que je parle. Quand ce sera achevé, on dira oui, il a fait. Mais pour l'instant, je ne vois encore rien. Vous parliez tantôt de la maîtrise des dépenses publiques. Oui, c'est un fait qu'aujourd'hui, les gens ont peur de se faire prendre. Parce qu'ils ont soit violé les procédures, soit ne respectent pas, soit fait plus de légèreté. Ça, c'est un fait, c'est normal. Et j'estime que cela doit aller beaucoup plus loin pour toutes les catégories de dépenses dans tous les secteurs d'activité. Il ne faudrait pas que cette dynamique-là s'arrête maintenant et qu'après, qu'on trouve des travers pour revenir à d'autres pratiques. C'est heureux que les gens aient peur maintenant d'être pris. C'est très bien. Mais il faut qu'on poursuive cette lancée et que ça aille dans tous les sens possibles. C'est cela qui fait un bilan. Ce n'est pas d'aller dans un secteur, de faire peut-être à mi-chemin, de s'arrêter, de dire voilà les gens peuvent. C'est pas ça. Alors, sur la finalité, c'est l'application de la vertu, l'appropriation de la vertu. On n'en est pas encore là. C'est ce qu'il faut au bout du rouleau. Il faut que les gens soient vertueux même. Ce n'est pas la peur de faire mal. Que les gens se retiennent même de tenter de faire mal. C'est ça qui est fondamental. Ce n'est pas la peur du moment. Alors, sur la liste des réformes, les réformes politiques, on parle du code électoral, la réforme du système partisan. C'est déjà fait. On attend l'application pour apprécier la pertinence. Il y a eu beaucoup de critiques, j'en ai fait formuler beaucoup par rapport à ça. Moi, j'attends juste l'application déjà dès les législatives pour mieux opiner sur ça et voir réellement si ce qui a été fait convient pour le mieux à notre système partisan. Quand on parle du volet social, le projet H, assurance et réassurance du capital humain. Quand vous le lisez, vous êtes séduit, vous êtes d'accord. Et j'estime que si le chef de l'État et son équipe se focalisent sur ce projet-là, ils n'ont plus rien à faire d'autre, ils peuvent aller dormir. Ils ont reçu le mandat. Si le projet H, tel que conçu sur papier, tel que livré, s'il est exécuté ainsi, ils seront applaudis, il n'y a rien à faire. Mais dans les faits, dans la pratique, dans la démarche, il n'y a encore rien. J'estime qu'ils ont peut-être pris le temps d'asseoir les bases, d'asseoir les fondamentaux avant de se mettre à l'œuvre. Mais à la mi-mandat, j'estime qu'il est temps maintenant d'accélérer la marche, d'aller un peu plus vite pour que dans un an et demi, qu'on serve quelque chose de tangible aux populations sur le plan du social. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays pauvre où les gens attendent beaucoup d'un gouvernement. La politique, c'est le champ le plus vaste de la charité. Je conviens qu'il faut serrer la ceinture, je conviens qu'il faut faire des redressements, je conviens qu'il faut faire toutes sortes de sacrifices. Mais ça ne peut durer éternellement. C'est un mandat encadré. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Nous sommes à mi-mandat. Pour le reste du mandat, on a serré la ceinture pendant 2 ans et demi. Qu'est-ce que ça a généré pour le pays? Pour les 2 ans et demi à venir, quel est le comportement adopté? Est-ce qu'il faut continuer par serrer la ceinture? Si oui, ça donne quoi dans 2 ans et demi? Est-ce qu'il faut relâcher un peu? Si oui, ça donnera quoi? C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qu'on fait du social réellement? Les populations qui n'ont pas un repas par jour, qui n'ont pas 2 repas par jour, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Quelles conditions leur crée-t-on pour que les bras valides aient accès à un emploi, des revenus? Ce n'est pas de la charité qu'on parle. C'est de créer les conditions pour que toutes les personnes qui sont en mesure de travailler, d'avoir des revenus, puissent le faire. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se fait? C'est ça le social à mon avis. Ce n'est pas de distribuer de l'argent, c'est pas ça. Le social, c'est de permettre aux couches les plus vulnérables, les plus défavorisées, d'avoir accès à des revenus, d'avoir accès à des mécanismes qui leur permettent de survivre à défaut de vivre. Sur ce plan-là, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui se fait dans 2 ans et demi? C'est là, pour moi, c'est le plus important. Alors, M. Barnabas, sur la question de la sécurité, est-ce que c'est une bataille gagnée en 2 ans et demi? Oui, nous avons vu comment ça s'est passé au lendemain de l'élection du président Patrice Talon. Le Bénin du nord au sud était en proie à une insécurité gargantuesque. Mais bon, depuis quelque temps, on assiste quand même on a assisté un temps à une certaine accalmie où des mesures ont été prises. On a eu une réforme au niveau de nos hommes de rang avec la venue de la police républicaine. Mais bon, principalement à Parakou, où je maîtrise le mieux, et il y a depuis un certain temps un regain de l'insécurité. Nous en avions fait quand même cette semaine, qui, à mon regard, est dû à la suspension des brigades civiles de sécurité. Ces brigades qui aidaient notre police républicaine, qui, vous le savez, n'a toujours pas les moyens et le personnel qu'il faut pour assurer la sécurité des populations. Donc, les élus locaux s'organisaient à mettre en place dans les quartiers des brigades civiles animées par des jeunes du quartier qui maîtrisent bien le quartier. Cela permettait un peu de jouer un rôle dissuasif. D'avoir un relais dans les quartiers. Voilà. Et ils constituaient des noyaux qu'exploitait la police républicaine pour des renseignements et autres. Donc cela a participé à faire régner la sécurité au sein de cette ville. Mais depuis, c'est vrai, il y avait beaucoup d'insuffisance au niveau de ces brigades civiles de sécurité, et où, bon, ils n'avaient pas le matériel qu'il faut, ils n'étaient pas formés, mais bon, on a suspendu, et dès lors, il ne passe pas une seule semaine où un seul jour, quelqu'un ne se fait pas arracher sa moto. Cette semaine, dans le rang. Voilà, oui, un policier a été tué pendant qu'il pousse pour chasser un malfrat, un suspect. Cette semaine, il y a eu deux émigrants qui se sont fait arracher leur moto. Ils ont été tirés et ils ont reçu des balles. Donc, vous voyez, ça a repris. Le vol de moto, le braquage, les cambriolages, ça a repris encore un tout petit peu. Donc, je pense que c'est les SOS qu'on a d'ailleurs lancé, qu'on pense à former ces membres des brigades civiles de sécurité, à leur donner les moyens qu'il faut pour aider la police républicaine. En temps normal, un citoyen devait avoir un policier comme pour assurer sa sécurité, mais bon, je ne sais pas. 10 millions d'habitants, oui. 10 millions de policiers. Je ne sais pas quel est le pourcentage qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas si 10 citoyens ont un policier. Donc, ça veut dire qu'il y a réellement un manque. Et ces brigades étaient une réponse à cette situation. Donc, alors, sur le plan sécuritaire, il y a eu beaucoup d'efforts, mais il reste encore à faire. Oui, monsieur Moïse. Oui, la sécurité, c'est un défi permanent. On ne peut pas incriminer le gouvernement pour les actes d'insécurité qu'on va passer par là. C'est normal qu'il y ait ça. Ce qu'il faut souhaiter, c'est quand on a l'impression qu'on a rayé les braquages. Mais ça a repris depuis belle. On a l'impression que la hiérarchie policière a dormi sur ses lauriers, n'a plus fait le travail du terrain comme il se convient. C'est l'impression qu'on a. Encore on sait tous que l'approche des fêtes de fin d'année favorise aussi l'insécurité d'une certaine manière. Et c'est des éléments dont les experts en sécurité disposent. Ils devraient, à mon avis, faire en sorte que la calmie qu'on a observée, soit à défaut d'être permanente, soit maintenue quand même sur une longue durée. Ils n'ont pas fait, maintenant ils sont rattrapés par les hors-la-loi qui se sont préparés pour les affronter. Et le fait est que ce ne sont pas forcément des civils qu'ils affrontent. Ils ont tiré sur un militaire à Porte-Nouveau il n'y a pas longtemps. Ils ont maintenant tiré sur un autre policier à Parakou. Ça doit être inquiété aux forces de défense de sécurité. Pour ça, nous sommes désormais la cible. Peut-être que c'est le cas, qu'ils en ont conscience et qu'ils sont très préoccupés de la situation. Oui, justement. Donc, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas de citer ces actes de braquage. C'est de se dire que, au moins, on a une grande accalmie, il n'y a plus de braquage, il n'y a plus de sécurité. Mais quand on commet ces gens d'actes,
très vite, les suspects sont arrêtés et puis la procédure suit son cours. Quand ce n'est pas le cas, on se dit qu'il y a peut-être un laisser-aller. Il faut souhaiter que la dynamique de départ là, qui a consisté à traquer les malfrats, qui a consisté à enrayer un peu ces agents de sécurité, soit maintenue le plus longtemps possible et dans nos quartiers et sur les axes routiers à toute heure du jour de la nuit. Ça, c'est un défi permanent. On ne cessera jamais de le dire. On ne peut pas non plus incriminer des gens parce qu'il y a des braquages. Il faut faire en sorte que les experts en sécurité trouvent les stratégies qu'il faut pour décourager les malfrats, qui ne dorment jamais. Qui, quand vous mettez une stratégie en place, ils réfléchissent pour ça à contourner. Donc, c'est à nos experts aussi d'être en veille permanente, tout comme les malfrats, afin d'endiguer maintenant leurs actions. Alors, que dites-vous de ces menaces? Il y a ce communiqué qui a atterri sur les réseaux sociaux où on parlait de ces individus non identifiés qui seraient à la recherche de munitions. Je pense que c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui l'a dit. Et s'il a dit jusqu'à renforcer le dispositif de sécurité dans les casernes, c'est que forcément la menace est vérifiée d'une certaine manière. Ce sont eux les experts de la chose. C'est à eux de prendre les dispositions qu'il faut pour éviter que des individus naïfs prennent nos munitions pour agir contre la population. C'est de leur responsabilité. Ils ont été formés. Le même communiqué disait après 3 sommations. Si, justement, c'est ce que je dis. Ça, c'est leur cuisine interne. Ils ont été formés, ils ont été recrutés et ils sont payés pour ça, pour éviter que ces gens là qui redoutent qu'ils se produisent. Donc, c'est à eux de faire le job pour qu'on n'arrive pas là. Ce n'est pas à nous de leur dire comment il faut faire. Eux, ils sont là pour ça. Oui, je pense qu'il y a eu des actions qui, à mon goût, ont favorisé cette inquiétude-là, où il y a eu des éléments de la police républicaine, de l'ex-gendarmerie, qui ont été suspendus. Et il y en a qui étaient à 20 ans de service, d'autres étaient à 15 ans et tout ça là, qui avaient une famille, des gens qui ont été formés. Il y a des militaires qui ont été formés et qui n'ont jamais été intégrés dans l'armée. Donc, de ces choses, ça favorise ces genres d'événements. Ils peuvent, parce que quelqu'un qui a passé 20 ans de carrière dans l'armée, qui du jour au lendemain est radié, qu'est-ce qu'il va vivre? Quel sera son avenir? Ses enfants, ils vont devenir quoi? Son avenir non plus, ce n'est pas de prendre d'assaut. Non, oui, dans cette réflexion. De toutes les manières, le communiqué n'a pas identifié. Voilà des choses qui pourraient favoriser cela. Donc, c'est en même temps lancer un SOS pour que ces gens qui ont été radiés pour mauvaise gestion soient simplement réintégrés et sanctionnés d'une autre manière que de les laisser comme ça. On va parler de l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire parce que si je me mets devant un établissement à 10h ou à midi, je vois les élèves sortir, je vais au campus, je vois le nombre d'étudiants qui s'y rend. Je me rends compte qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'emploi des jeunes au Bénin. Ne parlons pas de ceux qui ont déjà le diplôme et qui sont à la maison. Donc, des efforts sont faits, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Oui, Moïse de Soumo. Oui, notre système nous a focalisé vers l'emploi salarié et vers le fonctionnariat. Mais il y a moins de 100 000 fonctionnaires au Bénin. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, mais encore que dans la fonction publique, il faut le dire, c'est à la type de régime. On sait au moins qu'aujourd'hui, quand vous êtes compétent, vous postulez à un concours, quand vous faites ce qu'il faut faire sur le papier, vous êtes déclaré admis. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Maintenant, quand on voit le chiffre des jeunes diplômés qui sortent, quand on voit les jeunes déscolarisés qui sont formés dans des métiers artisanaux, qui sont diplômés et qui attendent de se faire valoriser, quand on voit la proportion des jeunes qui osent entreprendre et qui sont découragés par tant, qu'est-ce qu'on fait pour remettre tout ce monde-là au travail, pour redonner l'espoir? Ce sont des mécanismes qu'on met en place. D'abord, changer de paradigme pour ceux qui sont en formation, déjà au niveau du primaire et du secondaire. Les orienter autrement, les formater autrement pour que l'auto-emploi soit désormais un réflexe à leur niveau. Et là, c'est plein de mécanismes qu'on met en place pour assurer leur formation et leur insertion professionnelle plus tard. Parce que quand vous misez sur l'auto-emploi, vous donnez chance à des gens qui devraient servir sur quelqu'un, d'être à leur tour des employeurs et de recruter d'autres personnes qui sont derrière. Et c'est le tissu social, c'est le tissu économique qu'on étoffe ainsi. Les milliers d'étudiants qui sont sur le campus, ils font des formations classiques, qui finissent. Ils font 15 ans, 10 ans, 20 ans à la maison, mais qui vont dans l'enseignement, pas dépit. Ceux-là ne sont pas étudiants à la République, ils gaspillent leur talent. Peut-être que la terre, peut-être que l'artisanat, peut-être que la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, ils seraient plus utiles dans ces milieux-là. Donc j'estime qu'on doit pouvoir évaluer les capacités des uns des autres et trouver des programmes innovants qui puissent inspirer ceux qui sont à la traîne actuellement, qui ont quand même certains parcours académiques, qui puissent les inspirer pour qu'ils se réorientent. Et ceux qui sont en formation, très vite, leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on a mis en place pour favoriser la chose. Maintenant, j'en reviens aux jeunes qui ont osé entreprendre.
Mais il y a plein de goulots d'étranglement. Rien que le fisc. Vous créez une société aujourd'hui, on vous dit que pour avoir l'attestation fiscale de l'année à venir, vous devez payer 400 000 francs d'impôts. Parce qu'on estime qu'il y a une taxe professionnelle synthétique. Pas de façon physique. Il y a tout ça, même j'oublie même l'existence physique. Vous avez moins réussi à créer ça sur papier, ça existe. Vous avez fait les démarches pour ça. On vous dit que pour avoir l'attestation fiscale, il faut débourser 400 000. Parce qu'il y a la taxe professionnelle synthétique TPS qui dit que, quelle que soit la taille de la société, c'est au moins 20 millions de chiffre d'affaires. Et on déduit 2% de chiffre d'affaires comme charge fiscale, ce qui fait 400 000. Un jeune qui vient de s'installer, qui a besoin de l'attestation fiscale, où est-ce qu'il va trouver 400 000 à payer aux impôts? Alors qu'il fait face à des charges permanentes. Trouver des clients, entreprendre certains gros risques, vous savez. Trouver des clients, fabriquer des produits, les écouler, trouver des gens qui travaillent avec soi dans la confiance, dans le sens du progrès, il y a tout ça. Vous faites face à tout ça. Et l'État même qui devait vous encourager parce que vous avez osé créer, l'État qui ne vous a pas permis de vous exprimer dans votre secteur d'activité, vous vous lancez maintenant dans une affaire, c'est ce même État qui vous met ce goulot d'étranglement sur la tête, 400 000 francs d'impôts net. Ça décourage. Alors, on va finir rapidement avec les perspectives. Il reste encore notre 2 ans et demi pour boucler 5 ans pour vous en termes de perspectives. La perspective, c'est d'abord la jeunesse. Dans tous les discours des politiciens, vous entendez la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Cette jeunesse-là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un emploi. Elle a besoin d'être valorisée. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faudrait que nos politiques publiques au niveau communal ou même national intègrent encore plus cette problématique de l'emploi. Quand on parle d'emploi, elles ne sont pas d'emploi salariés. Est-ce qu'on parle de futurs employés à mettre en place pour que ceux-là, à leur tour, génèrent d'autres emplois? C'est de ça qu'il est question. Parce que ce sont des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui sont là à vivoter, qui sont petits de talent, mais qui n'ont pas le coup de pouce, l'accompagnement qu'il faut. Il faudrait réfléchir sereinement à cette question et instituer des mécanismes pour que très vite, les jeunes dynamiques là puissent maintenant donner l'exemple aux autres qui sont à la traîne, afin que, dans un mouvement d'ensemble, l'émulation soit recherchée et que nos jeunes cessent de passer leur journée dans l'oisiveté. Pour moi, c'est fondamental cette question de l'emploi. Quand on l'a réglé, on a réglé beaucoup de choses. L'autre volet, c'est le volet social, le projet H. Ils ont eu la lumineuse idée de le concevoir. Et je l'ai lu, j'ai été séduit. C'est un projet ambitieux, très intéressant. Qu'ils aient l'intelligence de le mettre en œuvre tel que ça a été fait sur le papier et nous serons sauvés. Oui, M. Bernard Bars. Oui, perspective. La jeunesse est le fer de lance du développement d'un pays. Bon, je pense qu'il faut commencer par là. Comme l'a dit Moïse tout à l'heure, quand on veut entreprendre, il y a beaucoup de charges. La première année déjà, vous êtes essoufflé. Donc, c'est créer des conditions pour favoriser l'entrepreneuriat, non seulement l'entrepreneuriat, mais pour permettre à ceux qui entreprennent d'aller loin. Il ne faut pas qu'ils soient étouffés à la première minute de l'initiative. À part ça, il faut penser à la création des curricula qui ne conduisent pas les jeunes vers le chômage à la fin des études. Que nos lycées techniques, agricoles, industriels et autres soient désormais des lieux où on va orienter les jeunes. Parce qu'il ne sert à rien de faire l'enseignement général sorti avec un diplôme bien grand, mais de faire une formation technique professionnelle qui vous permet d'être opérationnel à la fin. Vous faites un lycée technique, je ne sais pas, agricole. À la fin, vous pouvez déjà faire une petite ferme, commencer par gagner quelque chose. Donc, que nous ne commencions pas à décourager un peu les jeunes à aller dans l'enseignement général qui ne vous favorise que de faire de longues études sans rien à la fin. Après ça, c'est le social. Le social, ce n'est pas le fait de donner de l'argent, mais c'est de créer des conditions pour que chaque Béninois, ce qu'il fait, puisse lui être acheté, que le pouvoir d'achat puisse être amélioré au niveau de tout un chacun de nous et pour que l'on puisse vivre mieux. Et en dehors de ça, c'est de voir dans quelle mesure accompagner les jeunes qui ont des idées. Je sais que c'est déjà fait. Il y a un pas qui est fait. Plusieurs jeunes ont été aidés avec 200 000 francs pour entreprendre. Continuer dans ce sens pour que ceux-là qui ont des idées, qui ont des projets puissent être soutenus. Et là, une fois que ça va prendre, on n'aura plus de soucis à se faire à ce niveau. Merci à vous. Les autres secteurs, continuer par faire la lutte contre la corruption, mener la lutte contre la corruption,
avec cette même détermination pour que d'ici 10 ans, on ne parle plus. Et ce sera votre dernier mot. Merci à vous, monsieur Orokouman Barnabas. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Dabaro. Merci vraiment d'être venu. Puis Moïse Dossoumo, directeur éditorial du journal Fraternité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube. Commentez aussi l'actualité sur notre page Facebook Info 7. À dimanche prochain.